Tranche de couple, avec Max et Guillaume, notre vie, notre monde. saison 2. Bonjour, bonsoir, nous sommes Guillaume, et Max, et nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce 13e épisode de la saison 2 de Tranche de couple. Épisode qu'on a choisi d'intituler Réel et virtuel, parce qu'aujourd'hui, on va aborder à la fois des sujets digitaux ou numériques, et d'autres plus physiques. Bon, et puis on doit aussi vous le dire, trouver un titre représentatif n'est pas toujours aussi très simple. par contre creuser du pétrole, ça, c'est facile. Petit rappel pour ceux qui nous rejoignent, peut-être pour la première fois, le podcast est diffusé le lundi tous les 15 jours et entre-temps, on se retrouve aussi sur notre page Facebook et sur notre compte Twitter, toujours tranche le chiffre 2, couple au singulier, comme le nom du podcast. Vous pouvez aussi nous envoyer un message par email sur tranche le chiffre 2, couple au singulier, @gmail.com. Et pour terminer cette introduction, on compte toujours sur vous pour faire connaître ce podcast autour de vous, pour autant bien sûr que ce qu'on fait vous plaise. Et comme toujours, si vous pouvez, mettez-nous une note et un commentaire sur Apple Podcast, c'est encore aujourd'hui le moyen le plus efficace d'accroître la visibilité de Tranche de couple. Merci Max. Bon alors, pour commencer, une petite rubrique actu. Et là, on est à la fois dans le réel et dans le virtuel, puisque tu vas nous parler De numérique, effectivement. Première actu. et de taxes. Voilà. Alors, le premier sujet, c'est effectivement, est-ce qu'on aura bientôt une taxe sur les géants du numérique ? Alors, vous le savez, c'est un peu un serpent de mer. On en parle depuis très longtemps. Et notamment, la France avait un peu poussé ce sujet au sein de l'Union européenne et au niveau global, parce que on voyait bien qu'un certain nombre de géants du numérique, alors on parle traditionnellement des GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, font énormément de business, énormément de commerce dans un certain nombre de pays. Pour autant, en général, elles trouvent le pays dans lequel c'est le plus avantageux en termes de fiscalité pour s'implanter, pour établir leur siège social. Et puis, elles ne payent quasiment aucune taxe par ailleurs. Donc, on sait par exemple qu'en Europe, l'Irlande est le pays rêvé, puisqu'ils ont une fiscalité qui est très attractive. Vous avez déjà remarqué que toutes les petites lettres quand vous achetez un produit Apple ou quand vous regardez des conditions générales d'utilisation Facebook, ils sont tous situés en Irlande, effectivement. Exactement. C'est ouf, c'est ouf. Et du coup, en fait, ces pays-là ne contribuent quasiment rien, parce qu'en fait, ils transfèrent dans leur chiffre d'affaires l'essentiel de leurs revenus à cette filiale en Irlande, et du coup, ils n'ont quasiment aucun revenu à déclarer dans la majorité des pays dans lesquels ils font leur business, quoi. Et du coup, ils ne contribuent aucun ou très peu aux services des États dans lesquels ils offrent leurs produits. Et pour autant, on le sait, le numérique repose sur des investissements publics, sur pas mal de biens communs et d'investissements dans la durée sur lesquels eux ne contribuent pas du coup. Alors durant le mandat de Donald Trump, quasiment aucune avancée n'a été réalisée parce que Donald Trump considérait que finalement cette taxe sur les services numériques, sur les entreprises numériques, elle était dirigée vers les grandes entreprises américaines. Et pourtant, il y a eu des conceptions de certains pays qui, eux, voulaient aller plus vite et plus loin, qui d'ailleurs étaient prêts à l'appliquer de manière unilatérale, c'était le cas de la France. Et donc, finalement, il y a eu quand même une volonté d'essayer de trouver un accord dans le cadre de l'OCDE et de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Alors, le changement d'administration aux États-Unis semblerait résulter dans une évolution majeure qui pourrait laisser entrevoir un accord dans les prochains mois. La secrétaire d'État américaine au Trésor, Janet Yellen, a déclaré au ministre des Finances du G20, le groupe des 20 nations les plus économiquement fortes du monde, que Washington abandonnerait une partie litigieuse de la proposition qui avait été mise sur la table fin 2019 par l'administration Trump, qui était une disposition de refuge qui permettait aux entreprises d'avoir le choix entre le nouveau régime fiscal qui avait été négocié au sein de l'OCDE et puis le système actuel. Bon, en gros, ça leur permettait d'éviter de devoir appliquer le nouveau système, ce qui n'avait aucun intérêt. Voilà, donc on notera que le ministre allemand des Finances et la France ont salué ce pas en avant qui pourrait permettre d'envisager un accord d'ici l'été. Voilà pour ce premier sujet sur la taxe des géants du numérique. Alors Guillaume, en deuxième sujet d'actu, c'est toi qui vas nous décrypter l'Europe aujourd'hui entre Bruxelles et Strasbourg.
Bah oui, on reste sur un sujet qui concerne l'Europe. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre sujet, serpent de mer. Ah, décidément, c'est dans l'air du temps. On aurait peut-être dû appeler l'épisode serpent de mer, en fait. Tiens, vous voyez, en enregistrant ce podcast, on se dit qu'on aurait pu trouver... Bah voilà, on va l'appeler à partir de maintenant, c'est serpent de mer. Voilà. Non, je plaisante. Je vais vous parler aujourd'hui d'un serpent de mer qui existe, qui est quasiment aussi vieux que peut-être pas que l'Union européenne. Enfin, en tout cas, si, plus vieux que l'Union européenne, mais quasiment aussi vieux que l'idée européenne, c'est celui du Parlement. En effet, entre Bruxelles et Strasbourg, aujourd'hui, c'est Je t'aime, moi non plus. Ça vous rappellera le titre d'un épisode précédent. Une récente publication externe de la catégorie Opinion du journal La Libre Belgique, sous la forme d'une lettre ouverte au président Macron et au Premier ministre belge Alexander De Croo, qui date donc de début du mois de janvier, rappelle la gabegie que représente le déménagement du Parlement européen de Bruxelles à Strasbourg chaque mois pour la session plénière. Éric de Beukeler, chroniqueur, y rappelle à juste titre que ce ne sont pas moins de 114 millions d'euros par an qui y sont engloutis pour ces déménagements, soit près de 9,5 millions par session, et pas moins de 19 000 tonnes de CO2, environ 80 avions Paris-New York, qui passent dans ces déménagements. Donc, pour revenir un peu au début, d'où vient la tradition, le péché originel du Parlement à Strasbourg, alors que le reste des institutions, enfin une grande partie des institutions européennes sont à Bruxelles? Tout d'abord, on rappelle la communauté européenne du charbon et de l'acier, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 50, qui n'avait pas d'assemblée représentative à l'origine, mais à la demande des pays du Benelux, voit la création d'une assemblée composée de 78 députés nationaux. C'est une assemblée consultative, sans pouvoir. Avec l'arrivée de la communauté économique européenne, l'Assemblée parlementaire qui siège à Strasbourg, toujours un rôle très consultatif, comme c'est mentionné d'ailleurs dans le traité de Rome, qui prévoit des élections au suffrage universel direct, suivant une procédure uniforme pour tous les États membres. L'Assemblée devient en 1962 le Parlement européen officiellement pour la première fois. Les premières élections, donc pour la première fois où ce ne sont pas des députés nationaux qui sont mandatés pour faire partie de cette assemblée, ont lieu en juin 1979. Son rôle est toujours consultatif. J'en profite pour rappeler que la première présidente de cette assemblée n'était autre que Simone Veil. Le traité d'Amsterdam en 1997 donne un pouvoir législatif et augmente petit à petit le rôle de co-législateur du Parlement. Il a d'importants pouvoirs budgétaires et de contrôle politique. Rien donc n'oblige en théorie le Parlement à siéger à Bruxelles, puisque les traités successifs ont rappelé, sous l'impulsion de la France, que son siège est à Strasbourg. C'est une forme de bon sens qui fait qu'aujourd'hui l'essentiel de l'administration est à Bruxelles, pour être proche des autres institutions, la Commission et le Conseil européen. On a eu un exemple de parlement délocalisé en Allemagne à la suite de la réunification qui était situé à Bonn, enfin qu'il était déjà situé à Bonn pendant la RFA d'ailleurs, mais qui n'a pas duré suite à la réunification car c'était dans les faits très compliqué à gérer. Mais, par exemple, le secrétariat général du Parlement européen n'est pas situé à Bruxelles ni à Strasbourg, mais à Luxembourg. Tout ce qui est traduction, interprétation et administration se passe donc en grande partie à Luxembourg. Pourquoi c'est un serpent de mer? Parce que, grâce à son veto, la France empêcherait n'importe quelle tentative de déplacer le siège officiel de Strasbourg à Bruxelles. Question de symbole, mais aussi politique et économique pour Strasbourg et sa région. Et puis, il faut rappeler aussi que c'était un petit peu le deal au départ, que les grandes institutions de l'Union européenne soient pas toutes concentrées à Bruxelles, mais soient justement délocalisées dans un certain nombre de capitales. Et c'est ainsi qu'on avait... De grandes villes. Ou de grandes villes. C'est ainsi qu'on a eu le Parlement européen à Strasbourg, qu'on avait la Banque centrale européenne à Francfort, la Cour de justice des communautés européennes à Luxembourg aussi. Voilà. Et par exemple, il y a aussi un système de délocalisation des grandes agences. L'Agence européenne du médicament qui se fait maintenant, je crois, à Amsterdam. L'Agence européenne des brevets qui est à Munich, par exemple. Voilà, ça, ce sont deux exemples parmi tant d'autres, mais qui montrent qu'il y a une vraie volonté que l'Union européenne soit représentée, y compris par des grandes agences ou institutions, un peu partout sur son territoire. À terme, il serait logique qu'on arrête les allers-retours entre Bruxelles et Strasbourg. Mais alors, il faudrait un remplacement cohérent pour le Parlement européen, et c'est là que le bât blesse. Les propositions qui jusqu'à maintenant se sont succédées, avec plus ou moins de force, sont jusque-là très symboliques. On a parlé d'un grand musée de l'Europe, d'un palais de l'Europe, d'une université européenne, d'assemblées citoyennes, enfin plein d'idées super jolies sur le papier, très floues, et politiquement et économiquement
très loin du compte par rapport à ce qui se passe aujourd'hui à Strasbourg. Et oui, parce que ces déménagements, c'est quand même une semaine par mois, donc tous les députés, les assemblées parlementaires, les assistants parlementaires, toute l'administration du Parlement qui se déplace, qui remplit donc les hôtels, qui consomme et qui fait vivre aussi la ville de Strasbourg. 3 mois en gros, à Strasbourg, 3 mois par an, il y a l'intégralité du Parlement européen, sur donc 12 semaines complètes, plus certaines personnes qui restent entre deux, mais ça représente une partie pas si importante. Européen sera un jour une monnaie d'échange de la France pour demander un changement fort dans les traités. Max, je ne sais pas si tu as un exemple, mais en tout cas, on sait que la France négocie en général assez âprement, point par point, sur les traités, et que clairement, si un jour elle a besoin de négocier quelque chose de vraiment important et un vrai gros changement, ça peut être une monnaie d'échange. Je pense que la France ne lâchera pas le Parlement européen comme ça. Et donc effectivement, si elle devait lâcher la présence du siège du Parlement européen, parce que c'est ce dont on parle en fait, le siège est à Strasbourg et les bâtiments à Bruxelles finalement ne sont juste qu'un service délocalisé, entre guillemets, même si c'est dans les faits là où la majorité des réunions se passent. Elle ne le fera, effectivement, la France, elle ne lâchera ça que contre une concession absolument importante. Parce que aussi il y a l'aspect symbolique de Strasbourg pour la réunification franco-allemande et voilà la construction européenne. Et il y a aussi peut-être une question, c'est aujourd'hui un certain nombre de services sont au Luxembourg, et donc pourquoi est-ce que finalement est-ce que c'est une réflexion plus générale sur le rôle du Parlement européen, une concentration à Bruxelles, parce que ça fait sens d'être au plus proche, effectivement, des services et de pouvoir effectuer ce rôle à la fois de contrôle et puis à la fois ce rôle de co-législateur, tu l'as mentionné. Aujourd'hui, la Commission fait des propositions, c'est ensuite discuté en parallèle par le Conseil et par le Parlement européen, et les deux doivent se mettre d'accord, les États et les représentants des citoyens doivent se mettre d'accord pour qu'une proposition soit adoptée. Donc c'est vraiment un rôle qui a été vraiment accru au fil des années. Allez, on passe au dernier point, Belgitude. Absolument, un petit point Belgitude aujourd'hui. Alors j'avais prévu un point dont je vais vous parler juste après. Je voudrais quand même, en parlant du surréalisme à la belge, parler de ce qui s'est passé sur les masques qui nous ont été livrés par le gouvernement fédéral. Donc chaque citoyen résident en Belgique a eu accès à un moment donné, je ne sais plus si c'était en mai ou en juin, à un masque pour lutter contre le coronavirus. Donc une commande a été faite. Déjà, la commande en elle-même avait mené à un certain nombre de problèmes, puisqu'à l'époque, il y avait déjà des doutes sur la fiabilité des masques, mais qui avaient fini par être levés. Enfin, c'était passé par le ministère de la Défense, qui s'était planté, qui avait commandé, qui s'était fait avoir aussi. Bref, tout ceci était très compliqué, et on a appris fortuitement au détour de certains articles cette semaine que ces masques seraient en plus dangereux parce qu'ils contiennent des ingrédients, des nanoparticules dans leur fabrication qui, à force de lavage, peuvent se sortir et être dangereuses à force d'être respirées, ce qui est un peu embêtant. Donc nous, malheureusement, nous avons donc et ils ont même dit recommandation de ne plus les utiliser, ce qui est quand même absurde. De ne plus les utiliser. C'est un peu absurde, mais voilà, c'est un point Belgitude. Bref, pour revenir au point dont je voulais parler aujourd'hui, je voulais vous parler de Bruxelles, de sa région, qui est désormais la plus grande zone 30, zone de limitée, où le trafic est limité à 30 en milieu urbain en Europe. En effet, depuis le 1er janvier 2021, la région de Bruxelles-Capitale a mis en place la plus grande zone, comme je le disais, limitée à 30. Les objectifs: augmenter la sécurité de tous les usagers, apaiser la circulation, réduire les nuisances sonores. Il faut savoir que la ville de Bruxelles, à ne pas confondre avec la région de Bruxelles-Capitale, avait déjà mis en place en 2016, de façon assez pionnière, une des plus grandes zones piétonnes d'Europe dans son centre-ville, autour de la mythique Grand Place. En gros, désormais, dans cette gigantesque zone 30 qui couvre toute la région de Bruxelles-Capitale, les zones à 50 ou à 70, 70 sont devenues des exceptions, et les zones 30 sont devenues la règle, alors que jusqu'au 31 décembre de l'année dernière, c'était l'inverse. Il faut savoir que c'est un changement progressif, puisqu'en réalité, déjà au 31 décembre, il y avait 65% de la région qui était en zone 30. Désormais, c'est 85%. Il existe aussi certaines zones, notamment sur des artères marchandes, qui sont limitées à 20 km/h. On appelle ça des zones de rencontre. Ça existe aussi en France.
Voilà, si ce projet de zone 30 n'est pas sans attirer évidemment les foudres des navetteurs, notamment automobilistes qui résident dans notre région mais qui travaillent à Bruxelles et qui font l'aller-retour en voiture plutôt qu'en transport en commun tous les jours, et de certains dinosaures slash politiques, l'objectif reste de faire de la région une zone pionnière où la circulation des moyens de transport doux, à pied, à vélo, transport en commun, est prioritaire, moins dangereuse. Et on a malheureusement eu le cas la semaine dernière encore d'une jeune cycliste qui a été tuée à Forest, dans une des communes de la région de Bruxelles, par un camion sur une grande avenue qui n'était manifestement pas très bien aménagée, comme malheureusement beaucoup d'autres. Il y a eu beaucoup de chemins de parcourus, notamment suite au Covid, qui a permis la mise en place très rapide d'alternatives inattendues, et notamment en matière cyclable. Il y a certains projets qui ont été poussés plus rapidement, du coup, à cause aussi de la pandémie. C'est toujours pas suffisant, c'est très bien, et il y a beaucoup de choses qui se font. On espère qu'on va continuer dans cette démarche-là, et que surtout les gouvernements belges vont pouvoir s'accorder pour mettre en place l'argent nécessaire à construire un vrai réseau de transport pour se rendre à Bruxelles depuis les autres régions, région wallonne, région flamande. J'avoue que j'ai du mal à y croire pour l'instant, mais je veux quand même continuer à avoir un peu d'espoir là-dessus. Donc on y croit et on roule au pas dans Bruxelles. Et sans transition, Max, comment ça va ? Ah bah, ça va bien. Et toi ? Ah bah écoute, à l'habitude. Sans transition, je passe. C'est donc hier, au détour d'une balade dans notre itinéraire numéro 357, au bord des étangs d'Ixelles, nous nous sommes posé la question de savoir, en fait, il y a quelque chose qui a toujours été important pour nous dans notre vie de couple, c'est de ne pas tomber dans la routine, de ne pas tomber dans l'habitude, de ne pas tomber dans toujours les mêmes cercles. Et on s'est un peu rendu compte hier qu'en fait, depuis ce foutu Covid était arrivé, on avait un rythme de vie qui s'était malheureusement, c'est lié à la situation, mais devenu un peu routinier. Alors on essaye de changer, on change les itinéraires de la balade quotidienne, on va au boulot une fois de temps en temps. Moi j'ai quelques projets qui arrivent qui font que je vais devoir retourner régulièrement au travail. Pour autant, quelque chose qui a été tellement important pour nous dans les années précédentes, de ne pas justement tomber dans cette routine et de toujours être stimulé et de se stimuler l'un l'autre, là on s'est rendu compte qu'on avait des progrès encore à faire, hein Max ? Bah oui, je me souviens, tout au début de notre relation, on disait c'est important qu'on tombe pas dans la routine. On en rigolait souvent tous les deux, et vu notre rythme assez chargé et tout ce qu'on avait à faire, en général, on disait ça va, on n'est pas dans la routine, pas de problème, voilà. Et c'est vrai que en réfléchissant un peu à cette rubrique vie de couple, voilà, qu'est-ce qu'on allait traiter aujourd'hui dans cet épisode, on disait on a un peu l'impression de tourner un peu en rond, parce que c'est vrai, on fait plus beaucoup de choses très variées en fait, hein. On est chez nous, voilà, et donc la vie, c'est plus métro, boulot, dodo, c'est boulot, repas, dodo. Série. Bref, on a décidé qu'on allait essayer de réfléchir un peu à comment casser cette routine. Alors évidemment, je pourrais revenir sur ce qu'on vous a parlé le dernier épisode. D'ailleurs, petit coucou à Brigitte Macron qui nous a toujours pas fait de feedback sur notre dernier point sur Fortnite. Hein. Fortnite, enfin. Ouais, ça va. Ça fait partie des choses qui ont un peu brisé notre routine. On jouait à deux, ça a changé de Mario Kart, tout ça. On a vu néanmoins que ça a fait réagir pas mal d'entre vous, et ça c'est chouette. Pour information, on a bien avancé ces derniers jours, puisque nous sommes désormais au niveau 30 et quelques pour moi, je me souviens plus exactement, et Max est au niveau 76. Bravo Max. Voilà, bon, tout va bien d'ici le 16 mars. Alors, il faut dire que j'avais quand même pris de l'avance, que sinon on a l'impression que je passe ma vie sur Fortnite. Ça fait un mois et quelques de plus que moi sur le jeu. Et puis, pour ceux qui ne savent pas, lors de la prochaine saison, entre guillemets, de Fortnite, qui commence le 16 mars, on retombe à zéro. Donc, voilà. Mais oui, non, mais c'était aussi sympa. Et puis, tant qu'à faire, on en profite pour remercier aussi Sandra, parce que elle nous a envoyé des recettes de soupe plus, bien sympatoches, pour pimenter et varier la cuisine du quotidien. Et pour vous mettre l'eau à la bouche, je vous en cite deux. Une soupe lentilles curcuma et un velouté de panais, canard et noisettes. C'est pour quand, ça ?
Pour casser la routine, tu comprends? C'est ça. Voilà, donc de quoi est-ce qu'on peut vous parler aussi? Eh ben, peut-être qu'on peut vous parler d'un jeu de société que j'ai offert à Guillaume à Noël. Oh, quelle histoire. Et Il y a toujours des trucs avec les jeux de société que tu m'offres à Noël. c'est vrai? On finit toujours par se friter dessus à la première utilisation. Oh, mais là, c'était la Oui. deuxième. C'était Donc, la- c'est le jeu de société Pouah. Londres que j'ai offert à Guillaume à Noël, qu'on avait tenté, auquel on a tenté de jouer juste le lendemain du Nouvel An, je pense, ou au Nouvel An. Mais ça nous avait paru extrêmement complexe comme jeu. C'est vrai que Un la enfer, règle c'est est le un genre peu de jeu, imbitable. ouais. Quand tu lis les règles, tu fais mon Dieu, on va jamais s'en sortir. Bon, alors le petit tips dans ces cas-là, c'est d'aller sur YouTube. Et là, vous avez des petites vidéos explicatives du jeu. Et en gros, en 5 minutes, il y a quelqu'un qui vous explique le jeu. Et honnêtement, on a lu hier la règle. Il y a une épiphanie. C'était assez long. Je pense qu'on avait bien passé une demi-heure à lire l'ensemble de la règle. Un Et peu ensuite, plus. on a regardé les 5 minutes de vidéo. Et là, tout s'est mis en place et on a pu jouer. Du coup, William, si tu nous entends, on te réinvite le week-end prochain pour finir la partie, parce qu'on n'a pas eu le temps de finir la partie avec tout ça, couvre-feu oblige. Ah oui, chez nous c'est 22h quand même, mais vous voyez, même à 22h, on a du mal à tout caser, quoi. Et oui, parce Bref. que William, on peut lui faire aussi un petit big up. C'est notre bulle de 1. notre bulle de 1. Et donc, Merci Ali d'être présent à nos côtés. alors peut-être je peux faire un petit rappel de ce qu'est Londres. En gros, c'est un jeu où vous devez construire des bâtiments, construire construire un quartier avec des villes que vous achetez, que vous activez, entre guillemets, et puis il y a différents effets. L'objectif, c'est d'avoir des points de victoire, ce qu'ils appellent des points de prestige. Et vous avez des contraintes qui sont la pauvreté L'argent. et l'argent. C'est très terre à terre finalement, hein. C'est très, très réel pour revenir au titre de notre podcast. Voilà. Et donc, alors c'est un jeu qui prend un petit peu de temps, hein. Ça fait pas partie de ces jeux qui se terminent en 10 minutes. Je pense qu'on est plutôt sur un minima 1 heure, 1 heure et demie Ouais, la facile. partie. Facile, parce que ouais, je dirais 1 heure et demie, parce qu'on a passé 1 heure à jouer pleinement hier. Alors on a joué assez vite, hein, finalement, les réflexes sont venus, même si on regarde régulièrement la règle, mais je pense qu'il y en a bien pour 1 heure et demie. Après, c'est vraiment un chouette jeu en termes de stratégie. Ouais, c'est vraiment un jeu de stratégie. Et ça montre une fois de plus que la règle qui dit qu'il ne faut surtout pas s'arrêter aux règles écrites des jeux de société est très importante. Il faut aller au-delà, il faut pousser. C'est comme les 60 premières pages du Seigneur des Anneaux. Il faut passer au-delà pour jouer le jeu, parce que le reste est absolument top. Voilà. Et comme dit Max, on vous mettra le lien d'ailleurs de cette vidéo, mais la vidéo explique vraiment plutôt bien comment ça fonctionne. Et une fois qu'on a toutes les pièces devant, tout va mieux finalement. Et je pense qu'en fait, pour refaire la boucle est bouclée, c'est sans doute en regardant cette vidéo de 5 minutes que j'avais trouvé ça sympa et que j'avais eu l'idée d'offrir ce jeu à Guillaume. Ah, c'est pour ça. Voilà. Max, petite rubrique découverte technique et technologique aujourd'hui. On va parler de cybersécurité. Ne te moque pas, c'est des mots qui sont difficiles à dire. Et oui, alors la cybersécurité, voilà, c'est un sujet qui, moi, me parle beaucoup. C'est un enjeu majeur. Je pense que vous en êtes tous conscients, même si parfois ça semble un peu complexe, ça semble un peu loin de nos vies. Vous avez vu qu'il y avait eu beaucoup d'attaques cyber publiques, dont on parle dans les médias, que d'ailleurs ça peut toucher les hôpitaux, ça peut toucher votre entreprise, et ça peut vraiment avoir un impact majeur. C'est parce que naturellement notre monde, peut-être encore plus en ces temps de Covid, ou peut-être que le temps de Covid met plus en lumière encore cette dépendance, ou le fait qu'aujourd'hui le digital, les outils digitaux, informatiques, numériques sont vraiment au cœur de notre société. Et naturellement, on est aussi vulnérable à ces outils. Alors, coucou les passeports, les mots de passe avec votre date de naissance ou le nom de votre 1, père, 2, animal 3, de compagnie. 4, 5, 6. Voilà, On oublie ça. on aura certainement l'occasion d'y revenir dans le futur, parce que c'est un sujet qui me passionne. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une manière très concrète de renforcer la sécurité de certains de vos comptes, au-delà de la simple utilisation d'un mot de passe.
Alors, on avait parlé, je pense, dans un épisode précédent, de l'importance d'utiliser un gestionnaire de mots de passe, pour avoir des mots de passe complexes et surtout pour ne pas réutiliser les mots de passe. Donc, en plus de l'utilisation du mot de passe, aussi robuste soit-il, vous pouvez renforcer encore la sécurité de vos comptes. Et c'est bien sûr l'authentification à 2 facteurs ou à facteurs multiples, parce que parfois il y a plus que 2 facteurs. Alors, c'est sans doute quelque chose que vous avez déjà expérimenté, souvent en relation, par exemple, avec la banque. Vous recevez un SMS avec un code qui est valable quelques heures et qui vous permet d'effectuer une opération. Donc le principe de l'authentification à 2 facteurs, c'est d'associer quelque chose que vous connaissez à un mot de passe, que vous connaissez mais qui peut donc aussi être volé ou compromis, avec quelque chose que vous avez. Donc ça peut être un ordinateur, une tablette ou un téléphone portable que vous détenez, où vous pouvez recevoir un SMS. Ça peut être une application sur laquelle vous vous êtes enregistré et qui génère une autorisation, ou alors une application qui génère un code ou encore une liste de codes qui ont été prédéterminés à l'avance, que vous avez enregistrés et que vous allez utiliser à chaque fois que vous vous connectez, en plus de votre mot de passe. Un autre type de facteur, ça peut être quelque chose que vous êtes, et donc c'est toutes les données biométriques. Ça peut être un lecteur d'empreintes ou un lecteur de reconnaissance faciale. Alors, si vous avez, par exemple, des appareils Apple, quand vous vous connectez sur iCloud ou sur les sites d'Apple, en général, ils vous envoient un code sur l'un de vos appareils. Si vous utilisez Gmail, en général, quand vous vous connectez depuis un nouvel appareil, il vous demandera de vous confirmer via l'une des applications qui sont installées sur votre tablette ou sur votre téléphone. Donc, c'est une sûreté en plus. Alors, dès que c'est possible, et ce n'est pas possible sur l'ensemble des sites web, je vous encourage à activer dans les paramètres de ces sites web une authentification à 2 facteurs. Pensez notamment aux sites web sur lesquels vous laissez notamment vos numéros de carte de crédit. Voilà. On peut le faire par erreur, on peut se planter, appuyer sur le bouton retenir les données de carte de crédit, et dans ce cas-là, on est bien content que tout le monde puisse pas forcément y avoir accès et passer une commande de 47 sèche-cheveux sur Amazon. En plus, qu'est-ce qu'on ferait avec 47 sèche-cheveux, franchement ? Voilà. Et puis, par exemple... Des matelas, toi. Des matelas. Ouais, c'était bien, des matelas. Vos boîtes mail. Voilà, donc, ou par exemple votre profil LinkedIn. Moi, j'ai sécurisé avec une authentification à 2 facteurs. Le plus souvent, vous pouvez indiquer que quand vous vous connectez, que vous avez mis cette authentification, ce code supplémentaire, que l'appareil est de confiance, et du coup, vous n'aurez pas à le rentrer à chaque fois. Mais par contre, si vous vous connectez depuis un nouvel appareil, à ce moment-là, on vous demandera de rajouter cette double authentification. Alors, si vous voulez savoir quel site si tel ou tel site propose une authentification à double facteur, vous pouvez regarder soit sur leur site dans les préférences de sécurité, soit en cherchant sur un moteur de recherche. Il y avait un super site qui faisait une très bonne, un très bon état des lieux, qui malheureusement a disparu. En préparant cette rubrique, je ne l'ai pas retrouvé. Donc ça, c'est un peu dommage. Alors, peut-être une note. Un certain nombre d'entre vous avaient l'habitude quand même de recevoir des SMS, donc l'authentification à 2 facteurs par SMS. Mais ce n'est pas la méthode la plus sûre parce que des pirates pourraient changer le numéro de téléphone dans la base de données ou alors essayer de pirater votre téléphone pour récupérer le code. Donc, en général, si on peut, il vaut mieux préférer d'autres solutions. Et pour ma part, j'utilise une application gratuite qui s'appelle Authi, A-U-T-H-I, qui synchronise en fait un code aléatoire. C'est un peu comme un token, je ne sais pas, vous avez peut-être vu des tokens physiques avec des numéros qui changent toutes les minutes. Du coup, autant dire que c'est compliqué pour moi de vouloir squatter son compte par Amazon Prime. Par exemple. Et donc là, en fait, c'est sur une application, et donc quand on vous demande le code, vous cliquez, et en fait, l'application synchronise ce code aléatoire avec le site sur lequel il est activé. Alors, dernier rappel, aucune solution n'est totalement infaillible. Donc, il est possible que malgré une authentification à 2 facteurs, effectivement, votre compte puisse être compromis. Mais néanmoins, l'utilisation de ce type de solution augmentera la protection de vos données. Merci Max. Voilà,
On ne le dira jamais assez, dans le virtuel comme dans le réel. C'est important de se souvenir qu'on est tous vulnérables à un moment donné et de connaître nos vulnérabilités pour en faire des forces. Voilà. Et C'est si un peu vous philosophique, mais c'est assez... Si vous êtes aussi, dans votre entreprise, vous pouvez encourager vos responsables informatiques à mettre en place des authentifications à deux facteurs, par exemple, pour que vos clients se connectent sur vos bases de données. C'est vraiment quelque chose d'important. Parce que, on le sait, les mots de passe, ils peuvent être craqués, les listes de mots de passe peuvent être aussi diffusées sur Internet. On a vu beaucoup de bases de données compromises. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'est combien d'utilisateurs qui ont été touchés par une faille sur... énorme. Je ne sais plus, Gmail, des millions et des millions. Ouais, et là, c'est votre nom d'utilisateur et votre mot de passe qui est compromis. Et donc, ça veut dire qu'en gros, n'importe qui peut se connecter à votre compte Gmail ou à votre compte Yahoo. Voilà. Et donc, le fait d'avoir... Juste pour la dernière faille qui est en date, qui date de début février, c'est 3,2 milliards de logins et de mots de passe qui sont sortis sur Internet. On vous mettra aussi le lien sur Twitter parce qu'il y a un site qui permet de savoir si oui ou non l'adresse mail que vous utilisez fait partie des adresses mail qui ont été retrouvées dans la base de données. I've been pwned. Il faut faire attention justement parce que il y a certains sites qui en fait essaient de vous piéger et qui vous demandent par exemple de vérifier si votre carte bancaire a été utilisée et donc de rentrer toutes les données de votre carte bancaire. Ça, il ne faut jamais faire. Le site qu'on vous mettra, c'est un site qui est sûr. Vous pouvez chercher votre adresse email en gros pour voir si elle a été associée, si elle a été leakée. Mais par contre, il ne faut jamais mettre votre mot de passe sur un site comme ça pour vérifier si votre mot de passe a été... parce que ça veut dire qu'en gros, vous donnez accès aux pirates à votre mot de passe. Tout à fait. Merci Max pour ce petit rappel. Et encore une fois, on est tous vulnérables, alors utilisons nos vulnérabilités pour en faire des forces. On ne le dira jamais assez. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode réel et virtuel. Comme vous pouvez le constater, finalement, ce titre était pas si mal trouvé, même s'il était en concurrence avec Le Serpent de Mer. Mais non, on va garder virtuel et réel quand même. N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux. On vous retrouve dans tous les cas pour un prochain épisode dans 15 jours, et d'ici là, sur Twitter et Facebook. Gros bisous, continuez à sortir masqués, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à très vite pour de nouvelles tranches vitaminées.